Peu de gens retourneraient dans une zone de guerre après avoir été enlevés, battus et retenus captifs pendant 44 jours. James Foley l'a fait. Il pensait que certaines histoires méritaient qu'on prenne tous les risques pour les raconter. Il s'est immergé aux côtés des soldats, des combattants rebelles et des civils ordinaires piégés dans certains des conflits les plus meurtriers du monde, déterminé à montrer le coût humain de la guerre. Mais en 2012, après avoir traversé la frontière syrienne, il a disparu. Pendant 636 jours, sa famille ne savait pas s'il était vivant ou mort. En coulisses, le gouvernement américain lançait l'une de ses opérations les plus audacieuses de libération d'otages, tandis qu'une des cellules terroristes de l'État islamique les plus impitoyables jamais créées lui infligeait des tortures inimaginables. Et puis, en août 2014, le monde entier a regardé alors que l'État islamique diffusait une vidéo qui a changé la guerre moderne à jamais. Voici la vie, la captivité et le meurtre horrible du journaliste américain James Foley. Bienvenue sur Wars of the World. James était l'aîné de 5 frères et sœurs, nés de Diane et John Foley, et a grandi à Wolfboro, dans le New Hampshire. En 1996, il a obtenu une licence en histoire à l'université Marquette de Milwaukee, dans le Wisconsin, avant de rejoindre le programme Teach for America, enseignant pendant 3 ans à des enfants d'école primaire en Arizona. Mais l'enseignement n'a jamais été sa vraie vocation. En 1999, il part faire un Master of Fine Arts en écriture créative à l'Université du Massachusetts à Amherst, qu'il termine en 2002. Il a déménagé à Chicago en 2004 pour enseigner l'écriture à de jeunes délinquants au camp d'entraînement du comté de Cook, puis a poursuivi ses études en 2007 à la Medill School of Journalism de Northwestern, où il a obtenu un Master of Science en journalisme. En 2009, Jim s'est rendu en Irak et a travaillé sur des projets de développement Tatweer financés par l'USAID à Bagdad. C'est là qu'il est devenu journaliste embarqué auprès de la 101e division aéroportée américaine et de la 76e brigade d'infanterie de la garde nationale de l'Indiana. L'année d'après, il a couvert l'Afghanistan avec la 4e division d'infanterie et la 10e division de montagne américaine. En janvier 2011, Jim a rejoint Stars and Stripes en tant que reporter affecté à la couverture de l'Afghanistan. 2 mois plus tard, il a été détenu par la police militaire américaine à la base aérienne de Kandahar, soupçonné de possession et d'usage de marijuana. En mars de cette année-là, Jim a reconnu une infraction et a ensuite démissionné de son poste. Peu après, il a travaillé pour Global Post, basé à Boston. Il s'est rendu en Libye pour couvrir le soulèvement contre Mouammar Kadhafi comme journaliste embarqué auprès des combattants rebelles. À cette époque, la Libye était très dangereuse à cause de la guerre civile visant à renverser Kadhafi, et Jim et ses collègues allaient vite découvrir la vulnérabilité des journalistes dans un tel contexte. Le matin du 5 avril 2011, Jim voyageait dans un véhicule civil rebelle dans le désert, à l'extérieur de la ville portuaire orientale stratégiquement importante de Brega. Il était accompagné de la journaliste indépendante Claire Gillis, du photographe espagnol Manu Bravo et du photojournaliste sud-africain Anton Hamerl. 2 véhicules armés du régime de Kadhafi sont apparus sur une colline et ont tiré à la mitrailleuse sur eux. Lors de cette violente rencontre, Hamerl a été abattu. Le reste du groupe a été ligoté, les yeux bandés, puis embarqué dans un véhicule militaire. Ils ont été conduits jusqu'à Sirte, la ville natale de Kadhafi, avant d'être transférés dans un centre de détention militaire à Tripoli, où ils ont été confrontés à la dure réalité d'être prisonniers en pleine guerre. Pendant les premières semaines, Jim a été interrogé plusieurs fois, soupçonné d'espionnage. Il a aussi comparu devant un tribunal administratif pour entrée illégale en Libye sans visa et reportage non autorisé, et lui et ses compagnons ont été violemment battus par les troupes pro-Kadhafi.
Après 44 jours éprouvants de captivité, Foley a été libéré le 18 mai. Lui, ainsi que ses compagnons de détention, Gillis, Bravo et Nigel Chandler, un journaliste anglais également détenu, ont été transférés à l'opulent hôtel Rixos à Tripoli. Une fois de retour aux États-Unis, Jim est retourné dans sa ville natale de Milwaukee, où il a ressenti le besoin d'exprimer sa gratitude envers la communauté qui avait prié avec ferveur pour son retour sain et sauf à travers une série d'entretiens émouvants. Après sa libération, Jim a vécu 3 mois chez son frère Michael pour se remettre. Il s'est ensuite vu proposer un poste de rédacteur au bureau du Global Post. Mais Jim était agité et au grand désarroi de sa famille, il est rapidement retourné en Libye et s'est retrouvé sur les lieux de la capture de Kadhafi avec la correspondante du Global Post, Tracy Shelton, le 20 octobre 2011. En 2012, le soulèvement syrien s'est transformé en une véritable guerre civile, lorsque des manifestations pacifiques et localisées se sont muées en une rébellion armée contre le gouvernement du président Bachar el-Assad. Le conflit s'est intensifié alors que les rebelles prenaient le contrôle de zones et centres urbains importants. Jim a commencé à exprimer son intention de se rendre en Syrie pour rendre compte des atrocités et a dit à Claire Gillis qu'il prévoyait d'y aller avec le photojournaliste britannique John Cantley, qu'il avait rencontré en Libye l'année précédente. Alors que la Libye était dangereuse, la situation en Syrie était d'un tout autre niveau. Malgré des risques et l'inquiétude exprimés par sa famille et ses amis, à l'automne 2012, Jim s'est rendu en Syrie pour couvrir la guerre en tant que correspondant indépendant. Le journalisme de Jim en Syrie cherchait à humaniser les souffrances des civils dues à la guerre civile et à offrir une perspective objective au plus près du terrain sur l'éclatement des forces rebelles. Il a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, les abris de fortune et les quartiers dévastés, saisissant le traumatisme à vif et la résilience des Syriens ordinaires. En tant que reporter vidéo indépendant, contribuant principalement à Global Post et à l'agence France Presse, il était connu pour travailler au plus près du terrain dans des zones à haut risque comme Alep et la province de l'Idid. Jim travaillait avec peu d'équipement, ce qui lui permettait de voyager léger et de gagner vite la confiance des habitants et des rebelles. Il a montré un grand courage en affrontant des situations de plus en plus périlleuses. Alors que les grandes chaînes d'information retiraient leur personnel de Syrie à cause du risque d'enlèvement, des journalistes indépendants spécialisés comme Jim sont devenus la principale source grâce à laquelle le monde a été témoin de l'aggravation des atrocités de la guerre. Cependant, il n'ignorait pas les risques encourus, et peu de temps avant d'être enlevé pour la 2e fois, Jim et ses collègues journalistes avaient remarqué un changement significatif dans les relations entre eux et les civils qui les avaient auparavant accueillis. Il y avait aussi cette menace encore inconnue de Daesh qui passait d'une insurrection clandestine en Irak à une force militante redoutable dans la guerre civile syrienne. Ce groupe islamique dissident détestait profondément l'Occident, surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, mettant Jim et ses collègues journalistes en danger. Le 22 novembre 2012, Jim Foley, John Cantley et leur traducteur syrien Mustafa Ali travaillaient dans un cybercafé à Binish, en Syrie. Alors qu'ils téléchargeaient des vidéos, John aurait taquiné en plaisantant un homme à la barbe fournie au café. L'homme inconnu n'a pas trouvé la plaisanterie drôle et est parti peu après. Des enquêtes ultérieures ont indiqué que l'homme surveillait possiblement les emails des journalistes depuis le café, compromettant leur identité et itinéraire. Après avoir quitté le café, les journalistes ont engagé un chauffeur de taxi local pour les transporter vers le nord en direction de la frontière turque où ils seraient en sécurité. Alors qu'ils traversaient la province de l'Idid en direction de la tour de Taftanas, un détachement organisé de djihadistes armés les attendait, forçant leur véhicule à quitter la route. Les hommes armés ont fait sortir Foley et Cancri du taxi sous la menace de leurs armes, affirmant qu'ils seraient détenus seulement 5 minutes pour un interrogatoire. Il n'y eut pourtant aucun interrogatoire. Ils furent ligotés et jetés dans le coffre d'une voiture. Après un court interrogatoire, les hommes armés ont libéré le chauffeur de taxi syrien et Mustafa Ali, puis se sont enfuis rapidement avec les 2 journalistes occidentaux. Avant de partir, un ravisseur masqué a lancé une dernière menace à Ali.
Si tu essaies de nous suivre, nous te tuerons. Malgré cette menace, Ali a alerté les autorités et a fourni un témoignage crucial sur les moments précédant l'enlèvement, y compris la description de l'homme suspect, non syrien, qui les avait observés dans le cybercafé 1 heure avant l'attaque. Foley et Cantley ont d'abord été détenus par une cellule locale de djihadistes étrangers avant d'être transférés dans un réseau central de prisons de l'État islamique aux côtés de plus de 20 autres otages occidentaux. Pendant ces 636 jours de captivité, Jim a enduré un réseau souterrain de prisons, des tortures physiques extrêmes et une privation systématique de nourriture infligée par l'État islamique. Parce qu'il était américain, il a subi l'essentiel de la colère de ses ravisseurs et était régulièrement ciblé pour des traitements plus durs, des simulacres d'exécution et des jeux psychologiques cruels. Ses ravisseurs soumettaient Jim et d'autres occidentaux à des passages à tabac réguliers et à la simulation de noyade. Souvent déplacés dans des lieux cachés, ils vivaient dans des cellules sombres, surpeuplées, exposés au froid et à une faim extrême. Pourtant, malgré ces conditions brutales, les témoignages de codétenus survivants montrent que Jim est devenu un pilier de soutien moral, de leadership et de compassion pour ses compagnons. Pour combattre le désespoir, il a organisé des distractions mentales comme des jeux de mémoire, des débats et des tournois de dames et risques. Les survivants ont dit que Jim partageait souvent ses rations avec les plus faibles ou malades. Il menait de longues discussions sur le sport, les films et l'enfance pour apaiser les tensions. Catholique pratiquant, il se tournait vers la prière et favorisait un environnement où les captifs de diverses confessions et de différents horizons pouvaient se soutenir ouvertement sur le plan spirituel. Parfois, une cellule tristement célèbre de 4 membres britanniques de l'État islamique surveillait les otages. Les captifs ont surnommé ce groupe les Beatles, en référence au groupe anglais à cause de leurs accents londoniens. Le chef de file, et de loin le plus brutal de ses gardiens, était Mohamed Emwazi, plus largement connu dans les médias sous le nom de Jihadi John. Le groupe comprenait aussi Alexander Coty et George, qui étaient surtout recruteurs et un interrogateur particulièrement cruel. Al-Shafi al-Sheikh, Ringo, qui agissait comme le principal homme de main du groupe, orchestrant des demandes de rançon complexes et des violences physiques. Ain Davis, Paul, ex-membre de gangs londoniens et trafiquant de drogue parti en Syrie rejoindre l'État islamique. Les otages survivants ont témoigné que les Beatles étaient bien plus redoutés que les gardes syriens ou irakiens de l'État islamique, car ils prenaient plaisir à des tortures psychologiques et physiques particulièrement créatives et sadiques. Leurs actions documentées comprenaient des parodies de chansons cruelles. Ils forçaient fréquemment les prisonniers à chanter une parodie tordue du tube des Eagles, Hotel California, en réécrivant les paroles en Hotel Osama, avec le refrain imposé « Tu ne partiras jamais ». Combat forcé. Ils forçaient des otages affamés et affaiblis à se battre physiquement les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement et simulaient des exécutions. Ils soumettaient souvent Foley et d'autres à de fausses pendaisons, simulacres de noyades et crucifixions contre les murs. Ils pointaient des armes sur la tête des captifs et appuyaient sur la détente alors que la chambre était vide et riaient de leur peur. Dans les semaines qui ont suivi directement l'enlèvement, la famille de Foley et son principal employeur, Global Post, n'ont reçu aucune communication ni demande de rançon. Ils n'avaient aucune idée s'il était mort ou vivant, et par extrême prudence et par crainte pour sa sécurité, la famille et les organisations médiatiques ont d'abord choisi de garder l'affaire discrète, espérant ainsi empêcher que sa valeur en tant que personne de haut profil ne s'envole auprès de ravisseurs inconnus. L'enquête s'est focalisée sur le parcours physique suivi par Jim de Taftanas vers la frontière turque. Les premières pistes ont vite échoué car il a été transféré entre factions rebelles avant d'être remis à l'État islamique. Pendant plus d'1 an, la famille Foley n'a reçu aucune confirmation directe que Jim était en vie. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2013 que des otages européens libérés ont fourni la première preuve concrète qu'il était toujours en vie. Ils ont décrit un réseau de prisons souterraines cachées en Syrie où Jim était détenu, avec près de 2 douzaines d'autres otages occidentaux.
Et puis, en décembre 2013, les ravisseurs de l'État islamique ont finalement pris contact en posant à Follet 3 questions personnelles très intimes pour prouver son identité à sa famille, y compris en demandant qui avait pleuré au mariage de son frère. Ce bref contact a suscité un immense espoir pour la famille. Alors que des pays européens comme la France et l'Espagne ont réussi à négocier et à payer des rançons de plusieurs millions de dollars pour libérer leurs citoyens, le gouvernement américain a maintenu une politique stricte de refus de toute concession. Ils ont même menacé la famille Follet de poursuites pénales si elle essayait de collecter des fonds ou de payer une rançon. Daesh exigeait du gouvernement américain la somme ahurissante de 100 millions de dollars ainsi que la libération de certains prisonniers musulmans, des conditions que les États-Unis ont refusé de satisfaire. Cependant, en juillet 2014, les États-Unis ont effectivement tenté de sauver Follet et d'autres otages occidentaux en lançant une opération militaire secrète autorisée par le président Barack Obama. Cette mission hautement confidentielle a pénétré profondément en territoire ennemi après la collecte de renseignements ayant permis de localiser les otages. Des images satellites et des drones ont localisé le réseau de détention d'otages de grande valeur dans une raffinerie et un complexe pénitentiaire près du bastion de l'État islamique à Raqqa, en Syrie. Le Pentagone a déployé plusieurs dizaines de commandos d'élite, principalement composés d'opérateurs de la Delta Force aux côtés des Navy Seals. Le raid a été mené en pleine nuit. Les commandos ont été transportés à travers la frontière à bord d'hélicoptères Black Hawk lourdement modifiés et armés, pilotés par le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales de l'armée, protégés par des chasseurs à réaction armés et des drones. À l'atterrissage près du complexe, les commandos ont aussitôt été pris dans une fusillade avec les militants de Daesh. Les forces américaines ont vite submergé les combattants, tuant de nombreux militants de Daesh. À l'intérieur, les opérateurs de la Delta Force ont avancé pièce par pièce dans le bâtiment. Ils ont trouvé des menottes, des preuves ADN et des cheveux, confirmant la détention de Follet et d'autres occidentaux, mais les cellules étaient vides. L'armée les avait manquées de quelques jours ou semaines. La mission est restée totalement classifiée jusqu'au 20 août 2014. Comme les gardiens interdisaient toute communication écrite, Jim a demandé à un otage danois sur le départ, Daniel Rai Ottesen, de mémoriser une lettre pour sa famille. Et lorsque Ottesen a été libéré en juin 2014, il a dicté la lettre aux parents de Follet. Dans sa lettre, Jim a évoqué leur jeu, déclaré son amour pour sa famille et les a encouragés à rester forts. Il a dit « Je sais que vous pensez à moi et priez pour moi, et j'en suis très reconnaissant. Je vous sens tous avec moi, surtout en priant. » Peu après le message bouleversant de leur fils, les Follet ont reçu quelque chose de plus sinistre. Le 13 août 2014, ces ravisseurs ont envoyé un dernier email glaçant, critiquant sévèrement les États-Unis pour leur récente frappe aérienne contre l'État islamique à Anbar, au nord de l'Irak. Déclarant « Vous n'épargnez ni nos faibles, ni nos personnes âgées, ni nos femmes, ni nos enfants, alors nous n'épargnerons pas les vôtres. » Vous et vos citoyens paierez le prix de vos bombardements, le premier étant le sang du citoyen américain James Follet. Il sera exécuté en conséquence directe de vos transgressions envers nous. À la différence des messages antérieurs, celui-ci n'incluait ni demande de rançon, ni échange de prisonniers. C'était une déclaration explicite d'intention de tuer. La famille Follet a désespérément transmis l'email aux responsables du gouvernement américain et a répondu aux ravisseurs, implorant leur clémence, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Le 19 août 2014, Daesh a mis en ligne sur YouTube et Twitter une vidéo de propagande très travaillée de 5 minutes intitulée « Un message à l'Amérique ». La vidéo a choqué la communauté internationale et s'est déroulée selon une mise en scène soigneusement calculée. Dans la vidéo, Jim apparaît la tête rasée, vêtu d'une combinaison orange, une référence visuelle délibérée aux uniformes portés par les détenus musulmans de la prison militaire américaine de Guantanamo. Il se trouvait sur une colline désertique et aride, blanchie par le soleil, à l'extérieur de Raqqa, en Syrie, agenouillé à côté d'un militant masqué vêtu de noir. Il a été contraint de lire un texte préparé, demandant à sa famille et ses amis de se révolter contre ces vrais assassins, le gouvernement américain, affirmant que sa mort imminente résultait directement de la politique étrangère des États-Unis. Le militant masqué s'est exprimé à la caméra avec un accent londonien marqué. Il a ensuite été identifié comme Mohamed Emwazi, Jihadi John. Il a averti directement Barack Obama que de nouvelles interventions américaines en Irak entraîneraient la mort de davantage d'Américains.
Jihadi John a utilisé un couteau de combat pour commencer à décapiter Jim. La vidéo est ensuite passée à un autre plan, affichant une dernière image horrible du corps de Foley avant de montrer un deuxième otage américain, le journaliste Steven Sotloff, agenouillé au même endroit. Jihadi John a averti que la vie de Sotloff dépendait des prochaines actions d'Obama. Pour des raisons évidentes, nous ne diffuserons pas la vidéo, mais nous proposons un documentaire sur Jihadi John. 24 heures après la publication, le FBI et le renseignement américain ont authentifié la vidéo, confirmant l'assassinat de Jim. C'était la première fois que Daesh tuait publiquement un Américain. Diane Foley, la mère de James, a publié une déclaration déchirante sur Facebook qui allait devenir le symbole de la résilience de sa famille. Nous n'avons jamais été aussi fiers de notre fils Jim. Il a donné sa vie en tentant de montrer au monde la souffrance du peuple syrien. Nous supplions les ravisseurs d'épargner les otages restants. Comme Jim, ce sont des innocents. Ils ne contrôlent pas la politique du gouvernement américain. Si Daesh croyait que tuer publiquement Jim Foley dissuaderait les États-Unis, il se trompait. Cela a eu l'effet inverse. Cela a uni l'opinion publique américaine et accéléré les opérations militaires des États-Unis. En quelques semaines, le président Obama a autorisé l'élargissement des frappes aériennes de l'Irak directement vers la Syrie, marquant le début officiel de la campagne de la coalition internationale visant à détruire Daesh. John a été enlevé en même temps que Jim, mais son sort reste inconnu. Contrairement aux autres otages occidentaux exécutés devant la caméra, John a été épargné et utilisé comme porte-parole par ses ravisseurs. Sous une pression extrême, il est apparu dans 14 vidéos de propagande et a rédigé des articles pour la publication du groupe terroriste. Cependant, après être apparu dans une vidéo de propagande de Daesh tournée à Mossoul, en Irak, en décembre 2016, il a disparu de la sphère publique. Depuis, des rapports contradictoires circulent sur ce qui lui est arrivé. Beaucoup estiment qu'il a sans doute été tué lors d'une frappe aérienne de la coalition pendant la bataille de Mossoul fin 2016 ou début 2017. En 2019, le gouvernement britannique a brièvement évoqué la possibilité qu'il soit encore en vie dans les dernières poches de Daesh dans l'est de la Syrie, sans jamais fournir de preuves concrètes ou de preuves de vie. Des documentaires dont la série BBC Hostage ont essayé en vain de retracer ses derniers déplacements. Après des années à garder espoir, sa famille a finalement accepté sa probable mort et a organisé une cérémonie funéraire en sa mémoire. En 2026, il existe encore une très faible chance que John soit en vie, et tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer qu'il soit retrouvé un jour. Après la mort de James, sa famille a transformé son chagrin en moteur de changement, menant à des réformes historiques de la politique américaine sur les otages et à de lourdes condamnations fédérales contre ses ravisseurs. Porté par le plaidoyer public déterminé de Diane Foley, le président Barack Obama a ordonné un examen complet et approfondi de la manière dont les États-Unis gèrent les prises d'otages. Cela a conduit au décret présidentiel 13 698 en juin 2015. A profondément changé le fonctionnement du gouvernement. Le gouvernement américain ne menace plus les familles de poursuites ou de prison si elles réunissent une rançon pour libérer des proches. Ils ont aussi créé un centre dédié, rassemblant plusieurs agences, connectant le FBI, la CIA, le département d'État et le département de la Défense, pour partager des renseignements en temps réel avec les familles. La politique a instauré le poste d'envoyé présidentiel spécial pour les affaires d'otages, une fonction diplomatique de haut niveau entièrement consacrée à la négociation de la libération des Américains détenus à tort ou pris en otage à l'étranger. En réponse au meurtre de son fils, Diane Foley a créé la James W. Foley Legacy Foundation, un important groupe de défense dédié aux otages américains. Tout cela est arrivé trop tard pour sauver Jim. La traque de la cellule britannique de Daesh responsable de la torture et du meurtre de Foley est devenue une priorité pour le gouvernement américain. Et en novembre 2015, une frappe de drone américaine à Raqqa, en Syrie, a réussi à cibler et à tuer Jihadi John.
Les membres du SAL, Alexandre Coty et Al-Shafi al-Sheikh, ont été capturés par les forces kurdes syriennes alors qu'ils tentaient de s'échapper en Turquie en 2018. Le duo a été extradé en Virginie pour y être jugé. Coty a plaidé coupable en 2021. Al-Shafi a contesté les accusations, mais il a été reconnu coupable lors d'un procès émouvant en avril 2022, au cours duquel des otages européens survivants et Diane Follet ont témoigné. Coty et Al-Sheikh ont tous deux écopé de 8 peines de réclusion à perpétuité concurrente, sans possibilité de libération conditionnelle. Ils purgent leur peine dans des pénitenciers fédéraux américains de haute sécurité. Dans un développement rare et extraordinaire après le procès, Diane Follet a utilisé une disposition de l'accord de plaidoyer d'Alexandre Coty qui l'obligeait à rencontrer les familles des victimes. Lors de plusieurs rencontres au tribunal fédéral, Diane a fait face à l'assassin de son fils pour avoir des réponses sur les derniers jours de James et lui offrir son pardon. Un événement devenu central pour les médias mondiaux est le livre de 2024, A Man Who Dogged the World. Dans ses prises de parole publiques et dans son livre de mémoire, American Mother, Diane Follet a doucement remis en cause l'expression « il est mort en faisant ce qu'il aimait ». Elle a rappelé que malgré l'amour de Jim pour son travail et les personnes dont il parlait dans ses reportages, personne n'apprécie d'être capturé, torturé ou exécuté. Affirmant qu'il aimait sa famille, ses amis et la vie elle-même. Sa mort fut un acte de terreur horrible, non une fin inévitable ou poétique à sa carrière. Son véritable héritage ne réside pas dans la manière tragique dont il est mort, mais dans le travail durable mené en son nom pour protéger d'autres journalistes et libérer des otages depuis lors.